Ici, Patrick Straram, le bison ravi. Blues clair. On se souvient de tous les moments qu'on a passés avec Patrick. Avoir connu Patrick, c'est l'impression d'avoir eu une jeunesse. Dans ce corps ravagé, où le cerveau a gardé tant de lucidité. C'est ça, c'était pas un homme politique, mais il faisait de la politique, je veux dire, dans son vivre. C'est très difficile de comprendre vivre. J'essaie d'aider à le faire comprendre. Denise Boucher, l'ours fantasque, je t'embrasse très, 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 très fort en blouse claire. Je l'ai connu en 1962. Je travaillais alors humblement. Je faisais alors les horaires pour la radio, la télé et les cinémas. Et j'écrivais des résumés de films ou d'émissions. Alors, un jour, il y a un homme étrange qui entre dans le journal et qui demande qui écrivait ces mini-textes. Alors, on nous présente et il me dit « J'aimerais vous inviter à boire une bière avec moi parce que je trouve que vous écrivez bien. » J'étais tellement touchée. Je trouvais ça tellement inimaginable que quelqu'un puisse lire ces résumés dans le sens de l'écriture ou dans le sens de la... J'avais trouvé quelqu'un avec qui je pouvais me noyer, disparaître. Mais vraiment. Cette semaine, je pensais à lui, puis je me disais, il a été tellement chrétien, dans le sens où il s'est porté bouc émissaire de cette société. Il a pris sur lui une contestation jusqu'à en crever. Lutter sur tous les fronts, c'est évidemment ce à quoi je crois depuis toujours, et au moyen essentiellement d'un travail critique. J'entends au sein de ces assises de la contre-culture un discours acritique. Moi, j'ai connu Patrick. Peut-être j'étais parmi les premiers à connaître Patrick avec Arthur Lamotte, Pierre-Éliott Trudeau et peut-être Pauline Julien, vu de ça. Mais que je l'ai connu surtout des années 54 à 68. Après, nos routes se sont divisées pour des raisons qu'on ignore. On ne sait pas ce que la vie la vie nous sépare. C'est que l'amitié, c'est comme l'amour. On finit par se séparer. Mais que j'ai vécu avec lui à ce moment-là et avec Jean Billard, on a vécu des moments merveilleux. J'appellerais ça des moments d'une grande beauté. C'était vraiment parce que Patrick avait un don pour lequel on peut le remercier. C'est le don de rendre chaque moment de la vie d'une journée vivant. On se souvient de ce qu'on a fait avec lui. On se souvient quand on a pris le train. Il avait le don. Il y a des hommes comme ça qui tournent en poésie. Même pas en poésie, qui tournent en événements extraordinaires, les événements au fond les plus simples. Et qui tournent et qui trouvent dérisoire ce qu'on appelle d'ordinaire les événements extraordinaires. Et Patrick avait ce nom-là. Donc il était un meneur. Alors, imaginez, moi, qui est un petit intellectuel, même pas québécois, quand Patrick, je l'ai rencontré pour la première fois, et qu'on est allé à la taverne et qu'on a parlé, c'était un petit peu comme rencontrer un martien. C'était tellement une pensée différente. Il m'apprenait tellement de choses au niveau de la politique, par exemple. Il était tellement innocent que je savais pas qu'est-ce que c'était la gauche et la droite. Et dans ce sens-là, il était même plus jeune que moi, et même plus jeune que la plupart d'entre nous, finalement, un petit peu notre professeur. Et on l'écoutait. Et on riait.
il faut pas s'imaginer Patrick Straram sérieux à ce moment-là, et triste, et avec un masque de tristesse. On avait un plaisir. Il parlait tantôt du gai savoir. Et c'était le gai questionnaire. C'était, on s'amusait de tout. On s'amusait d'abord de nos vies, qui étaient des vies de jeunes. On s'amusait des idées, on jonglait avec les idées. On s'amusait du cinéma, on s'amusait d'à peu près tout. Et c'était ça. Et c'était la façon d'apprendre. Et j'en ai conservé, moi, je crois, dans mes films, une nostalgie telle de cette époque, que je fais maintenant des films où le savoir est gai encore. J'essaye. Moi, je pense que je sais très bien pourquoi je suis venu ici. C'est parce que vous pouvez me fournir des informations bien plus réalistes que la presse, Radio-Canada, Le Devoir, Le Jour, CJMS, CKVL, CKAC, et encore plus les gouvernements d'Ottawa et de Québec. Je pense que ce qui est important, c'est de se rencontrer, de communiquer entre nous, de façon à ce que, en dialoguant, de façon gentille ou de façon méchante, on en apprenne plus les uns sur les autres. Si j'étais convaincu qu'on ne peut rien changer à rien, il est évident que je ne serais pas ici. Je serais dans mon lit où le docteur m'avait demandé de rester d'ailleurs. Quand je vous ai recommandé Bertolt Brecht ou Karl Marx, c'est parce que je pense que si vous lisez Marx et Bertolt Brecht, vous allez apprendre beaucoup plus que ce qu'on vous enseigne dans tous les cégeps du Québec. Et je crois que vous, comme tous les Québécois, nous désirons tous vivre une vie vivable, c'est-à-dire une vie où la jouissance soit possible. Elle ne le sera pas tant que la propriété privée des moyens de production existera. On vient de dire chacun à notre façon. Pierrot le Fou-Léger sous forme de dialogue humoristique, Armand Vaillancourt sous forme d'un discours complètement démiurgique, et moi sous forme d'un espèce de marxisme très rébarbatif. Mais je crois qu'il est très positif qu'on se rencontre et qu'on s'informe mutuellement. Moi je vous dis, lire Marx, lire Brecht. C'est tout. Et vous me dites ce que vous pensez. La fille qui a parlé avant toi m'a dit, on ne pourra jamais rien y changer. Ça pour moi c'est atroce. C'est la chose qui me fait le plus mal. Ben non, c'est pas atroce, je te le dis, la première chose, ce serait peut-être de lire Marx et Brecht. Ensuite, de comprendre que ce qui changera les structures de la société, ce qui fera cesser la propriété privée des moyens de production, c'est le prolétariat, la classe ouvrière. Et je crois que c'est la première tâche. C'est la première tâche des intellectuels, et les étudiants sont, par définition, des intellectuels. C'est la tâche des intellectuels de comprendre les motivations de la classe ouvrière et de concevoir une action commune. Il parlait, il avait le don du verbe et il avait le don d'expliquer les situations clairement. Il avait le don de faire entrer de la politique là, on n'imaginait pas que la politique pouvait rentrer. Il avait le don de nous intéresser à des choses qu'on croyait peut-être inintéressantes et surtout à mettre ensemble des événements qui ne paraissaient avoir aucune relation entre eux. Alors, le jazz, Godard. Moi, j'ai jamais été ce qu'on pourrait appeler un fanatique de Godard. Je suis d'ailleurs pas un fanatique des cinéastes et du cinéma en général. J'aime mieux la science. Bon. Mais Patrick, sa manière de parler du cinéma vous donnait le goût du cinéma. Ouais. Et vous donnait le goût des cinéastes aussi. Suis-je un inadapté? On me l'a dit plus d'une fois. En particulier des femmes qui le découvraient un beau matin. Mais tu n'es qu'un inadapté. Merci, cher ami. Mais comment donc? Or, ce n'est pas non plus exact. Je passe, ou je crois passer, ou je cherche à passer entre les deux. L'inadaptation et l'adaptation. Je cherche la médiation et le dépassement. Je cherche la médiation et le dépassement. C'est très exactement ce que je vis au Québec depuis 20 ans, et j'entends bien continuer. Et il y a Brecht, Sartre, Barthes, il y a Henri Lefebvre. Je ne peux conclure qu'avec Henri Lefebvre, je n'ai pris au sérieux que 3 réalités: l'amour, la philosophie, le parti.
3 déceptions, jusqu'à un certain point. Je souhaite aux railleurs d'aussi émouvantes ou ardentes déceptions. C'était un homme d'une grande qualité, pour employer un vieux mot du 18e siècle. Vous savez, c'est un homme qui avait une grande qualité d'homme. Il n'était pas peureux, il ne voulait pas de taux, il ne voulait pas s'enrichir. Il était le contraire de ce qu'on attend d'un homme aujourd'hui. C'était le contraire de l'image publique de l'honnête homme d'aujourd'hui. Il était le contraire. Et ça, ne serait-ce que par ça, parce que ses idées, sa vie se rejoignaient totalement, alors que chez la plupart des gens, on peut avoir toutes les belles idées qu'on veut, mais on vit autrement. Et lui, non. Et aujourd'hui, je crois que c'est une chose remarquable. C'est rare et c'est beau. C'est rare et c'est beau. C'est ça que j'appelle la beauté. C'est difficile de parler de Patrick parce que il était en même temps tout ce que je vous ai dit est vrai. Et en même temps, il y avait aussi un côté contradictoire. Il était presque le contraire de ça. Il pouvait rejeter quelqu'un avec dureté. Il pouvait briser une relation soudainement. Il pouvait inventer des histoires invraisemblables. Il pouvait en quelque sorte vous congédier de l'Élysée, de ce centre culturel. Et puis tout ça. Mais je crois qu'il ne le faisait pas avec méchanceté. Je crois qu'il n'était pas méchant. Il était méchant, mais sans méchanceté. si on peut le dire. Ouais, on peut le dire. On peut le dire, je crois. Patrick ne mourra jamais. C'est un peu comme le jazz, c'est un peu comme Coltrane, Charlie Parker, etc. C'est une sorte de présence continue dans l'âme des gens qui l'ont connu. Vous me disiez de dire ce que je retiendrai de lui. C'est peut-être cette notion d'exigence et de fidélité envers soi-même et envers un idéal. Il savait qu'à la base de mon idéal, il y avait quelque chose de commun avec le sien. J'avais fait de la résistance en France, ça il le savait. Et outre cela, il y avait encore une fois nos complicités, comme il les appelle, dans le domaine artistique. Alors, quoi dire? Je crois que nous devons rester fidèles à cette notion d'exigence qu'il avait, à cette notion de responsabilité également. Et en quittant, je lui dirai adieu, parce que dans ce terme, il y a une notion d'affection. On le livre à Dieu, à quelqu'un qui est, je pense, plus puissant que nous. Et je lui avais écrit d'ailleurs dans le cahier, au revoir Patrick, je sais qu'il est déjà dans le meilleur, il a quitté la souffrance physique, et je lui disais au revoir dans les sphères musicales. Et je vous remercie, Mohamed Lotfi. Amour. Mes bureaucrates et technocrates, commerçants, gangsters et policiers, l'État veulent réduire femmes et hommes à l'état d'objets, à la fois fabricants et consommateurs, et matricules sans plus de nom. Je n'y peux que hurler, expliquer. Mais ma vie n'est pas à ce bordel borné. Idées concordent avec les envies, et le lucide et le désir sont d'une même sève. Je veux dire mon besoin de chanter une nature politique. Je chante mon orgasme à même la terre, la tête dans l'histoire. Elle a fait enlever de nuit le corridor, un ensemble sur la rue Sherbrooke de panneaux exécutés par les artistes qui voulaient montrer ce qu'avait été la ville ou ses plus béantes blessures. Le COJO a laissé faire. Mes camarades et moi dénonçons cette nouvelle provocation, indice de la déculturation en cours, entreprise politique qui vise à jeter hors de Montréal
de toute information et de toute conscience les Québécois, afin qu'il ait lieu sans entrave le monde des affaires et son pouvoir fascisant. Pour dire un texte, le COJO me paye $100. Un salaire d'un tel employeur, c'est un geste politique que le remettre à l'aide aux sinistrés, organisme qui s'occupe des familles obligées de s'abriter dans des écoles en 1976 à Montréal. Ici, Patrice Saram, le bison ravi. Blues clair.